Oui, moi je voulais revenir sur cet aspect de données. C'est très important. On parle de données, de grandes masses de données. Euh, Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle notamment du big data? Comment sont exploitées ces données? Peut-être qu'on peut éventuellement développer un exemple à ce sujet-là. Moi, je pensais à ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est la reconnaissance des visages et ce qu'on peut en faire. Effectivement, comment là sont exploitées les données, Vincent Barre? Alors, la reconnaissance faciale, effectivement, c'est un problème actuel qui pose pas mal de questions, alors à la fois technologiques, méthodologiques, mais aussi éthiques. Comment sont exploitées les données? Eh bien, il y a deux choses. Dans la reconnaissance faciale, il y a savoir reconnaître un visage dans une image et savoir reconnaître une personne comme étant un certain visage. Je peux très bien reconnaître sur mon écran tout de suite qu'il y a deux visages, et je peux reconnaître et associer des noms à ces visages. Ce sont deux choses différentes. Reconnaître des visages, reconnaître qu'il y a des visages dans une image, c'est relativement facile, parce que le visage, c'est un pattern qui est relativement simple à reconnaître. À peu près tout le monde a deux yeux, un nez, une bouche, des oreilles, et puis un visage qui a une forme ovoïde. Donc, ce sont des choses qui sont assez régulières et assez faciles à reconnaître. Là où se posent les problèmes, ce sont des problèmes d'associer des noms et les bons noms à ces visages. Et là, effectivement, depuis quelques années, on a développé des algorithmes qui permettent de reconnaître des images, des visages, à partir de données qui sont des données des personnes elles-mêmes, où on va être capable des caractéristiques propres, uniques et identiques à la personne. Et à partir de ces caractéristiques propres, uniques et identiques, une analyse de l'image temps réel que l'on est en train de voir va être en mesure de rechercher la personne la plus proche de ces caractéristiques et donc d'associer un nom à l'image qui est filmée. Alors pour donner un peu de concret, la société FaceNet de Google, aujourd'hui, elle atteint 99, plus de 99% de précision. Et il faut savoir, si je ne me trompe pas, que la technologie est déjà intégrée dans Google Photos pour trier les clichés, pour les taguer, justement, pour reconnaître les personnes. Alors oui, et pas que Google, hein, Facebook, ça fait 5 ans qu'ils font ça, hein, c'est-à-dire que Facebook, à peu près en moyenne, il y a 80 millions de photos qui sont publiées chaque jour sur Facebook. Donc sur ces 80 millions de photos, eh bien, Facebook a deux réseaux profonds, ces fameux réseaux profonds dont on parlait tout à l'heure. Il y en a un, son rôle, c'est d'identifier à peu près ce qui se passe dans la photo. Alors, quelle est la scène? Est-ce que c'est une scène d'extérieur, d'intérieur? Est-ce que vous êtes dans la montagne? Est-ce que vous êtes en train de jouer au bowling? Est-ce que vous êtes en train de faire un pique-nique? Et qui analyse et qui reconnaît les visages qui sont présents sur cette photo. Et vous avez un deuxième réseau, à peu près, hein, pour faire très vite, eh bien, qui va regarder si ces photos sont associées à des profils connus sur Facebook, et si oui, qui va proposer des contenus ciblés en rapport avec la photo qui a été prise. Vous faites du bowling, vous allez avoir des réductions sur les chaussures de bowling. Vous allez recevoir de la pub ciblée, par exemple. Donc Facebook le fait depuis très longtemps. Euh, on pourra parler tout à l'heure, j'imagine, des biais qui sont associés à tout ça. Il y a une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps sur les biais autour de la reconnaissance faciale. On pourra peut-être en parler lorsqu'on évoquera la mauvaise exploitation des données, par exemple. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, on parlait de l'incrustation éventuelle de pubs ciblées, de publicité ciblée. Je crois qu'il y a une société française, Criteo, qui utilise aussi l'intelligence artificielle pour pouvoir, comme ça, incruster des publicités très ciblées sur les sites Internet en fonction de nos recherches, en fait. Là, ça va plus être nos recherches qui sont les données qui vont permettre d'alimenter ces algorithmes. Mais ça, vous le voyez quotidiennement quand vous faites une recherche sur Google, hein, quand vous avez une pub qui vient associer. Bizarrement, ça correspond à ce que vous avez cherché 2-3 jours avant, ou c'est très fortement corrélé à ce que vous avez cherché il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà. La chose à bien comprendre autour de tout ça, et ça encore on en reparlera peut-être, c'est qu'il est illusoire de croire que ce qu'on voit sur Internet lorsqu'on cherche, ou ce que l'on voit sur les réseaux sociaux reflète la réalité complète. Ça reflète quelque chose qui dépend de la manière dont vous utilisez tous ces outils. Hmm.
Et pourtant, il y a une relative acceptation, ou alors un peu contrainte, de cet état de fait, Charles Baudon. On accepte plus ou moins, voilà, de recevoir des publicités ciblées, etc. On a bien du mal à se défendre de ça. À se défendre de la perception des images qui nous sont renvoyées en fonction des recherches qu'on a fait, oui, effectivement. À partir du moment, en fait, dans le numérique, de manière générale, à partir du moment où vous faites une recherche, il y a une donnée qui y correspond. Et cette donnée est elle-même en relation avec d'autres données qui lui sont corrélatives. C'est-à-dire qu'à partir de là, à partir du moment où vous faites une recherche, vous êtes pris dans votre propre monde de représentation. C'est-à-dire que vous êtes pris dans un environnement, une espèce de vous alternatif numérique qui se construit petit à petit à partir des recherches que vous faites. Et évidemment, lorsqu'on emploie des IA pour ça, c'est très facile après de faire du profilage. C'est par exemple ce qui s'est passé avec le scandale de Cambridge Analytica en 2016 lors des élections américaines. Facebook était lié à Cambridge Analytica, qui était une société d'analyse d'images et de données. Et en fait, malgré eux, Facebook a, malgré eux, selon la défense de Mark Zuckerberg, ils ont transmis plus de, je ne sais plus combien, 500 millions d'utilisateurs, enfin un nombre astronomique, de données d'utilisateurs. Et ça a permis énormément aux équipes de Trump de cibler du coup le discours de Trump pour savoir comment draguer justement les foules en fonction du profil qu'elles avaient. C'est-à-dire que s'ils voyaient que c'était un Texan américain, par exemple le Texas a beaucoup voté pour Trump, on voyait que c'était un Texan américain qu'il aimait le bowling, qu'il aimait, je sais pas moi, les ribs et qu'il aimait les fusils de chasse, pour donner une image très archétypale du Texan, et ben, ça permettait ensuite d'utiliser des mots-clés dans le discours qui allaient parler aux personnes. Donc on voit qu'on laisse des traces sur le numérique. C'est ça un des grands enjeux de notre monde, c'est qu'auparavant nous laissions des traces dans le monde matériel, nous écrivions sur des carapaces de tortues il y a très très longtemps, nous écrivions sur du papier administratif, etc. Maintenant nous laissons des traces qui sont pas vraiment virtuelles, c'est ça qui est étrange. Il y a un rapport de l'immatériel qui est le monde du numérique et qui a quand même un impact sur le monde concret. Et que, évidemment, dont les machines, les IA, sont les intermédiaires. C'est ça le danger, en quelque sorte. Les IA sont l'intermédiaire entre ce monde du numérique virtuel et le monde concret. Alors, on en vient à ma question suivante, qu'on a là commencé à effleurer, c'est pourquoi l'intelligence artificielle fait peur. Parce que là, on commence à le comprendre, comment sont exploitées nos données, est-ce qu'elles sont mal exploitées, etc. Alors oui, l'intelligence artificielle, elle peut faire peur, et moi, ça me rappelle quand même des peurs qui auraient pu être associées à la révolution industrielle au 19e siècle, où effectivement le progrès, d'une certaine façon, faisait peur, le progrès fait toujours peur. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi dans l'IA, Charles Baudon? Oui, mais ça, c'est lié à la technologie de tout temps. Toutes les innovations ont toujours... en fait, c'est l'inconnu, de manière générale, qui effraie. Mais on avait le cinématographe, même encore avant, on avait, si c'était bien avant, on avait tout simplement, quand l'électricité est apparue, les gens étaient terrifiés à l'idée de devenir aveugles. Quand le cinématographe est apparu, on avait peur que le train qui sortait, qui apparaissait sur l'écran, sorte et écrase les gens. Plus récemment, on avait le fameux bug de l'an 2000, on pensait que le ciel allait nous tomber sur la tête. On a toujours eu des craintes vis-à-vis de la technologie. Donc, peut-être l'étrangeté qu'il y a, la nouvelle inquiétude qui arrive avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous ressemble énormément, elle est faite à notre image. C'est ça qui la distingue des anciennes innovations et qui transmet quelque chose qui nous effraie, un peu comme c'est une thématique assez répandue, la poupée dans les films d'horreur par exemple. Mais ce qui nous effraie là-dedans, c'est en fait l'image qu'on reconnaît de nous, mais qui n'est pas vivant. Il y a quelque chose d'anormal qui se passe avec l'intelligence artificielle. Alors, elle nous ressemble dans le sens que elle veut copier un petit peu notre cerveau et qu'elle est capable de raisonner. C'est un peu en ça que vous voulez dire qu'elle nous ressemble? De manière générale, quand on considère que quelque chose est vivant, ou en tout cas, ce qu'on perçoit comme vivant, c'est quelque chose qui bouge. C'est souvent ça qui nous effraie, on voit dans le noir quelque chose qui bouge, et puis on se dit « Ah là, il y a quelque chose de vivant », et on est surpris. Mais pour l'intelligence artificielle, ce qui se passe, c'est que, comme elle est construite des principes théoriques de comment fonctionne l'intelligence humaine, c'est-à-dire on raisonne par induction, on raisonne par déduction, etc. Puis ces mécanismes de l'intelligence, on peut tout à fait les représenter mathématiquement.
quand on reconnaît ça dans le processus de la machine, comme dans le test de Turing par exemple, si vous faites l'expérience et que vous chattez avec Cleverbot. Cleverbot, c'est une espèce d'IA, de chatbot qu'on peut trouver en tapant son nom sur un moteur de recherche quelconque, et on peut dialoguer avec. Bon, ben, ce qui est étrange, c'est que les réponses qu'elle donne, cette IA, parfois nous semble être celle qu'un humain aurait pu donner. Donc on est dans une attitude biaisée, parce que d'un seul coup, on a envie de lui parler comme si un être humain parlait, on a envie de lui dire des choses et d'attendre une attitude qu'un être humain aurait vis-à-vis de nous, et il y a toujours un moment où elle nous dit, en fait, je ne comprends pas cette phrase, je ne sais pas ce que tu veux dire, ou alors elle répond complètement à côté. Donc il y a des moments où, en fait, sa nature inerte, parce que ce n'est pas un être vivant, elle n'a pas la perception du vital, de quelque chose d'étrange qui s'appelle la vie. Comme elle n'a pas cette perception-là, elle n'a pas cette compréhension-là, à un moment, ça reprend le dessus, sa nature machinique reprend le dessus, et elle ne comprend pas ce qu'on veut dire, elle ne comprend pas l'intention, elle ne comprend pas l'ironie, elle ne comprend pas l'implicite, etc. Pour l'instant, on pourrait dire pour l'instant, parce qu'après tout, on n'en est qu'à l'aube voilà, de la technologie. Vincent Barra, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est très 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 loin de copier l'intelligence humaine? Quelles en sont les limites finalement de cette IA? Alors, je vais vous retourner une question. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Voilà. Aujourd'hui, les algorithmes, ils font très majoritairement ce qu'on leur a demandé de faire. Pas plus? Ce qu'on va demander un tout petit peu plus, je vais essayer de faire l'analogie avec mes pommes là, de tout à l'heure. Si on apprend un algorithme supervisé en lui montrant des pommes rouges, jaunes, vertes, avec des formes quelconques, ce qui est une pomme, et puis qu'on lui montre une pomme dont il n'a jamais vu la couleur, vu la forme, mais qui se rapproche quand même un petit peu de ce qu'est une pomme, la seule chose qu'on va lui demander, c'est de reconnaître une pomme. C'est ce qu'on appelle la capacité de généralisation. C'est très facile d'apprendre par cœur. D'accord, d'apprendre par cœur quelque chose. Alors, il ne faut pas dire ça aux enfants parce qu'ils ont du mal forcément des fois à apprendre par cœur. Mais un algorithme d'apprendre par cœur, de lui présenter 1 million de données, de lui dire tu retiens les 1 million de données, c'est très facile. De prendre une décision sur un objet qu'il n'a jamais vu, mais qui ressemble à des choses qu'il a déjà vues, ça c'est plus difficile. Voilà, donc ce qu'on va demander à un algorithme d'apprentissage, c'est d'abstraire un tout petit peu ce qu'il voit lorsqu'on lui montre des exemples, pour essayer de donner un peu de sémantique à tout ça et d'être capable d'inférer une réponse sur un objet qui ressemble à quelque chose qu'il a déjà vu. Mais au bout du bout, cette capacité de généralisation, elle est intrinsèque à l'algorithme qu'on est en train de construire. Donc, je dirais que la personne qui est en charge du développement et de la programmation de l'algorithme a la maîtrise totale sur ce qu'il peut espérer de son algorithme. On sait, théoriquement, mesurer la capacité de généralisation d'un algorithme. On a des résultats théoriques en maths qui disent que oui, notre algorithme a une bonne capacité de généralisation, on n'a pas de bonne capacité de généralisation, on est capable de mesurer l'erreur maximum qu'il peut commettre. Donc, on a une maîtrise quand même relativement complète. On n'en est pas là et on est loin d'en être là, de construire un algorithme qui va devenir autonome, lâchons le mot, hein, qui va devenir autonome et qui va être capable de construire des raisonnements ou de construire des déductions qui seront complètement orthogonales à ce qu'on lui aura appris. Oui, mais on touche quand même là au côté boîte noire, parce que comme vous disiez, la machine, elle peut traiter une quantité de données qu'un humain est incapable de traiter. Et en fait, elle va sortir de cette quantité de données un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, pour caractériser une pomme, au final, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a pour définir ce qu'est la pomme. On va peut-être pouvoir anticiper ses résultats et on sait quelles données on lui donne, mais au milieu, pendant qu'elle mouline, est-ce qu'on sait exactement ce qu'elle est en train de faire? Alors ça, c'est un des champs de recherche qui est en plein développement dans tout ce qui est intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle l'explicabilité des algorithmes. Effectivement, de 2000 à 2015 à peu près, ça a été la course aux algorithmes de plus en plus profonds, hein, des réseaux de neurones avec de plus en plus de couches. En 2015, on avait un réseau qui avait 152 couches, avec des millions de neurones par couche. Donc on arrivait à des réseaux qui étaient gigantesques, avec des millions de paramètres. Et effectivement, là, il devient complètement impossible d'essayer d'expliquer
comment, je ne vais pas dire réfléchi de manière explicite, mais comment l'algorithme construit sa réponse. Aujourd'hui, on commence à avoir des résultats sur des réseaux qui sont en plus petits, sur finalement qu'est-ce qu'il est en train d'extraire ce réseau. Alors, ce qu'on se rend compte, et c'est relativement intéressant à faire l'analogie, c'est que pour les réseaux qui traitent des images, qu'on appelle des réseaux convolutifs, leur mécanisme de fonctionnement interne ressemble assez, à une analogie assez profonde avec ce qui se passe avec l'œil, avec le cortex visuel. C'est-à-dire que depuis l'œil jusqu'au cerveau, vous construisez, vous avez l'œil, vous avez le nerf optique, et puis vous avez les différentes aires visuelles qui sont donc de V1 à V6, qui sont d'abord reliées au nerf optique, puis après qui sont plus profondes dans le cerveau. Ces aires visuelles, elles construisent une représentation de plus en plus abstraite de ce que vous êtes en train de voir. Vous avez une première aire qui va délimiter les contours de l'objet que vous êtes en train de regarder. Bon, ça, c'est ce que font les premières couches des réseaux de neurones. Elles construisent les bords des objets. Et puis, plus vous allez vous enfoncer dans le réseau, plus vous allez construire des représentations qui vont vers la sémantique de l'objet que vous êtes en train de regarder. Et c'est à peu près ce que font les réseaux profonds et ce que fait l'aire visuelle, ce que font les aires visuelles, vraiment en simplifiant un maximum. On est aujourd'hui en train d'essayer de comprendre par diverses représentations, en mettant des sondes dans ces algorithmes, finalement, qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Et c'est un des enjeux actuels de la recherche, c'est finalement, qu'est-ce qu'ils font au bout du compte et comment ça se fait que ça marche si bien. Charles Baudon, vous vouliez intervenir sur cette question? Alors, je voulais intervenir simplement sur le point juste avant, sur qu'est-ce que c'était l'intelligence. Sans forcément prétendre apporter une réponse, on peut au moins apporter une différenciation entre humain et machine. C'est notamment connu, cette distinction, sous le nom du paradoxe de Moravec. L'idée est ici de dire que ce qui est facile pour la machine est difficile pour l'humain, et ce qui est difficile pour l'humain est facile pour la machine. Ce qui est facile pour la machine, c'est apprendre des centaines de millions de données, par exemple. Mais ça, c'est très difficile pour l'être humain. En revanche, ce qui est facile pour l'être humain, c'est comprendre ce qui est plus naturel, l'ironie, comme je le disais tout à l'heure, ou alors des scènes de vie courante. En revanche, ça, c'est beaucoup plus difficile pour la machine. Et autre chose qui est beaucoup plus difficile pour la machine, vous montrez à un enfant de 2 ans ce qu'est une pomme en lui montrant 2 pommes. Si vous lui montrez une 3e pomme qui n'a pas la même couleur, qui n'a pas la même forme, il vous dira que c'est une pomme. Il va beaucoup plus vite. Il va surtout avec moins d'exemples. Oui. Essayez de faire ça avec une machine, en lui montrant 2 pommes, il y a peu de chances que ça marche. D'accord. En tout cas, on le comprend, la machine, elle est loin de devenir autonome. Autonome au sens où elle dicterait ses propres règles, finalement. Elle a besoin de l'homme qui va lui donner un certain nombre de consignes, finalement, et notamment qui va construire ses algorithmes. Néanmoins, parmi les données qu'on va lui donner à cette machine, on peut intégrer, sans le vouloir peut-être, des biais. Et c'est là peut-être qu'il faut éventuellement se méfier, Vincent Barra? Oui, alors j'en ai parlé tout à l'heure, je vais reprendre l'exemple de la détection de visage, la reconnaissance faciale. Il y a une étude du MIT, pas très très vieille, qui date de l'année dernière, de mémoire, qui a montré, un journaliste a testé 3 algorithmes de reconnaissance faciale, un algorithme de Microsoft, un algorithme d'IBM, si je me souviens bien, et un algorithme qui s'appelle Face++, sur une base de données d'hommes politiques blancs et noirs, de divers pays d'Afrique et puis de divers pays européens et américains, si je me souviens bien. Les 3 avaient des taux de reconnaissance qui étaient relativement bons, de l'ordre de 98-99%. Bon, l'objectif n'était pas de classer ces algorithmes. L'objectif, ça a été de voir que finalement, ces algorithmes, ils avaient un certain nombre de défauts. Ils reconnaissaient moins bien les femmes que les hommes. Ils n'arrivaient pas à reconnaître les noirs, ils arrivaient moins à reconnaître les personnes noires par rapport aux personnes blanches. Et puis, en regardant un tout petit peu les données, on s'est rendu compte qu'il y avait moins de femmes, il y a moins d'hommes politiques femmes, donc il y avait moins de femmes. Il y avait moins de personnes de couleur noire que des personnes de couleur blanche. Donc, ce sont des biais très simples
mais qui font que vous orientez les performances de votre algorithme sur des résultats particuliers. Alors là, en l'occurrence, des résultats de type couleur de peau, ce qui commence à poser un certain nombre de soucis, parce que si ces algorithmes-là doivent être utilisés, alors je ne sais pas, moi je vais prendre un exemple tout bête, pour une recherche d'emploi par exemple, ou pour des soins médicaux, ou pour des assurances. Vous introduisez un biais qui commence à arriver dans l'aspect sociétal du truc et qui risque de poser des problèmes éthiques, des problèmes juridiques, des problèmes moraux, tout simplement, hein. Donc, voilà. Un deuxième biais qui a été relativement médiatisé il y a quelques années, c'est lorsque un des premiers chatbots, donc un agent conversationnel, a été placé sur Twitter par Google. Au bout de 2 jours, il s'est mis à faire des tweets xénophobes et racistes. Donc, il a été vite coupé. D'accord. Oui, mais après tout, il n'y avait pas de biais dans le sens où il se basait sur les conversations. C'était quoi déjà le réseau? En tout cas, il avait une masse de données. C'était lié à la communauté, en fait. Justement, c'est un biais parce que, comme on disait tout à l'heure, en fait, dans un réseau social ou sur votre vie numérique sur Internet, vous avez une vue très parcellaire, très orientée du monde qui vous entoure. Vous biaisez, ça aussi, c'est un biais. Et d'ailleurs, oui, Charles Baudon, vous me disiez en préparation de cette petite conférence, le problème, ce n'est pas l'outil, mais c'est ce que les hommes en font. Oui, absolument. Ça rejoint toujours la même thématique sur qu'est-ce qu'on fait d'un objet technique, en fait. Quelle est l'éthique d'usage de l'objet? Les machines n'échappent pas à ça, l'intelligence artificielle encore moins. Pour peu qu'on l'inscrive ou qu'on l'utilise dans un cadre qui soit xénophobe, raciste, etc., ben, la machine, dans un certain sens, elle y est pour rien, en fait. Je voudrais la dégager de toute responsabilité, parce que tout ce que fait la machine, et c'est peut-être ça la vertu de son absence de libre arbitre, c'est qu'elle n'est pas responsable des réponses qu'elle va donner, dans le sens où elle n'est pas responsable de la signification des réponses qu'elle donne. C'est-à-dire que, effectivement, si les tweets qu'elle fait, parce qu'elle a été nourrie par des tweets xénophobes, sont teintés de sémantique xénophobe, eh bien, c'est pas la machine qu'on peut imputer ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, en tant que représentation, en tant qu'imitation humaine, là, elle représente l'esprit général d'une communauté, l'esprit général d'un champ sémantique à partir duquel elle a appris.